Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Voici les titres. Le président de la République a présidé aujourd'hui la cérémonie de clôture des ateliers de réflexion sur les actions prioritaires du gouvernement. C'était ce matin au Palais du Peuple. Et en Espagne, sans majorité claire, l'Espagne se rapproche d'élections anticipées. Et également dans cette édition, nous aurons donc comme invité le directeur de l'énergie au ministère de l'énergie chargé des ressources naturelles, M. Gouled Mohamed Jamar, qui sera notre invité. Alors bonsoir monsieur le directeur. Bonsoir. Donc le directeur de l'énergie nous parlera donc des recommandations qui ont été retenues concernant l'énergie suite donc à ces assises. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a présidé ce matin à la cérémonie de clôture des ateliers de réflexion sur les mécanismes de suivi-évaluation de l'action gouvernementale. La suite dans ce commentaire de Samatar Saïd. C'était aujourd'hui, après 4 semaines d'ateliers, de réflexion, en ayant sorti la restitution des recommandations sur le secteur désigné par le gouvernement. Une cérémonie qui a rassemblé dans l'immédiat tous les membres du gouvernement, les secteurs clés concernés, les représentants du secteur privé, mais aussi les cadres diplomatiques. À son arrivée, le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, et a effectué une visite de la galerie d'exposition, des laboratoires d'études, où étaient exposés les résultats des 4 semaines de réflexion. Ces 2 ateliers de réflexion ont porté sur des secteurs clés qui sont notamment l'énergie et le tourisme. Ces 2 secteurs ont été mis à la loupe et ont apporté des recommandations. Ces 2 secteurs ont été définis comme prioritaires pour le gouvernement ou pour les traduire en action. nabadiyo nimcada lagu halmaanayo midnimada habboon iyo shacbigu wada jirku haysto alla guulaha aad soo hoysidii u horeeyaane. Une vision du chef de l'État fondée sur le principe de conduire l'action gouvernementale avec plus d'efficacité et de visibilité, afin de réaliser les objectifs fixés et de répondre aux attentes de la population. Des projections ont été faites portant sur le mécanisme et les recommandations qui doivent être faites pour ce que 2 secteurs puissent devenir des vecteurs clés qui contribuent à la croissance et au développement économique, mais aussi à ce qu'ils créent des emplois. Allah halyaygi jabuutow ducaan kaaga dhigahile odaalahaan dooranow hedasamow aabbo haybadiyo karaamaadu waawa hibo ilaahaye ada hiligaa gomado yaqaan hawl kastoo adage hayin lagu adhaadhaatihiyo geesi hawl karahe odaalahaan dooranow hedasamow aabbo haybadiyo karaamaadu waawa hibo ilaahaye. Cette initiative s'inscrit dans un processus qui a été destiné à insuffler une nouvelle dynamique qui vise à renforcer l'efficacité des institutions publiques. Rappelons que le gouvernement, par le biais de la primature, a entrepris de mettre en place ces 2 ateliers sectoriels dans le respect de l'aspiration nationale à une économie inclusive
durable et créatrice d'emplois, conformément à la vision de Djibouti 2035 et à la stratégie pour la croissance accélérée et à la promotion de l'emploi. Cet atelier de réflexion sur le mécanisme de suivi et d'évaluation de la performance des initiatives prioritaires du gouvernement qui se sont clôturées ce matin au Palais du Peuple sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Une réflexion approfondie sur deux domaines qui sont l'énergie et le tourisme, afin que ces deux secteurs jouent un rôle capital dans la croissance économique du pays. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le numéro 1 djiboutien, Ismaël Omar Guelleh, a indiqué que cet exercice auquel toute l'équipe gouvernementale a pris part témoigne avant tout de sa volonté d'inscrire l'action gouvernementale dans un nouveau paradigme organisationnel avec plus d'efficacité, de redevabilité, de transport, de rigueur et de bonne gouvernance. On écoute le chef de l'État. C'est pour moi un réel plaisir d'être là parmi vous pour apprécier la pleine mesure du travail accompli au cours des derniers mois pour la mise en œuvre effective des directives de la feuille de route du gouvernement. Cet exercice, auquel toute l'équipe gouvernementale a pris part et que j'ai suivi personnellement avec beaucoup d'intérêt, témoigne avant tout de ma volonté d'inscrire l'action gouvernementale dans un nouveau paradigme organisationnel avec plus d'efficacité, de transparence, de rigueur et de bonne gouvernance. Il marque un changement d'approche dans l'atteinte de nos objectifs de développement qui exige le renforcement de l'efficacité de l'action gouvernementale en termes de visibilité et de cohérence, mais également en termes de qualité et de rapidité de son impact pour répondre aux besoins de notre population. Cet exercice, mesdames et messieurs, pose les jalons d'une nouvelle étape dans notre quête permanente d'amélioration de l'action gouvernementale pour permettre à notre pays d'accélérer son cheminement vers une croissance et une prospérité partagée. Le gouvernement doit aller au-delà de la définition des politiques et des projets et accorder une importance primordiale au suivi de leur exécution. Et poursuivant donc son discours, le chef de l'État a indiqué qu'il attachait beaucoup d'importance au plein succès de ce mécanisme qui vient donc d'être mis en place, un mécanisme qui permettra, a-t-il dit, de faciliter et d'accélérer l'obtention de résultats afin que nous puissions anticiper les problèmes, identifier les alertes, favoriser les coordinations et enfin accélérer la prise de décision. Réécoutons le président de la République. La concrétisation des résultats et l'obtention d'impact visible pour les citoyens continue d'être nos objectifs. C'est pourquoi j'attache beaucoup d'importance à ce mécanisme que nous venons de mettre en place. Il nous permettra à terme de faciliter et d'accélérer l'obtention des résultats afin qu'ensemble, nous puissions anticiper les problèmes, favoriser les coordinations et accélérer la prise de décision. Mesdames et messieurs, la coordination des actions et initiatives gouvernementales pour une meilleure formulation, une meilleure planification et un meilleur suivi de la mise en œuvre des grands projets et des politiques sectorielles doit constituer la pierre angulaire de toute action gouvernementale. C'est donc dans cette quête du résultat que nous avons pris le parti d'avoir une approche plus ciblée, notamment sur deux secteurs clés, en l'occurrence celui du tourisme et celui de l'énergie. Cela ne veut pas dire que d'autres actions prioritaires sont négligées, mais simplement que nous souhaitons obtenir des résultats concrets sur ces deux secteurs que nous considérons comme ayant un impact important sur le plus grand nombre. En effet, le coût de l'énergie, tant pour les foyers que pour les entreprises,
reste un des plus gros obstacles de notre économie. C'est là que nos efforts nous semblaient les plus pertinents. De la même manière, le secteur du tourisme, qui est très largement sous-exploité, reste un très grand générateur d'emplois. C'est pourquoi nous avons voulu concentrer nos efforts sur ces deux aspects de notre économie afin non seulement de mettre à l'épreuve ce nouveau mécanisme de suivi et évaluation, mais également que les premiers résultats soient tangibles pour le plus grand nombre de nos concitoyens. La proposition de stratégie de développement de ces deux secteurs qui vient d'être formulée pour les prochaines années donnera, je souhaite, au gouvernement une nouvelle capacité à tenir les engagements. Je vous remercie de votre attention. Et après le discours officiel du chef de l'État, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a indiqué que le secteur touristique présente un fort potentiel, donc que ce soit au niveau des investissements ou sur le plan des emplois directs créés, et que le développement donc des énergies propres, solaires, éoliennes, marines et géothermiques totalise des investissements attendus sur la période quinquennale qui est supérieure à 130 milliards de nos francs. On l'écoute. Nous avons vu que les projets présentés sont très nombreux dans ces deux secteurs. Le secteur touristique présente, vous le savez, un fort potentiel, que ce soit au niveau des investissements ou sur le plan des emplois directs créés. Les retombées seront importantes et diffusées sur une grande partie de la population. De nombreux emplois indirects seront également créés et de nouvelles opportunités apparaîtront pour les petites et moyennes entreprises. Globalement, sur la période retenue, 124 milliards de francs djibouti seront prévus pour les investissements privés et 33 milliards de francs djibouti pour les investissements publics de soutien. Environ le cinquième est déjà financé et concerne principalement les 2 premières années. Aussi, j'ai saisi cette occasion pour inviter dès à présent les opérateurs privés et les partenaires financiers au développement à se rapprocher de nous pour compléter aussi bien ce programme que celui de l'énergie. Les emplois uniquement directs dans le secteur touristique sera près de 3 000. Il est possible d'imaginer que les emplois indirects seront aussi comparables. C'est aussi ce qui sera calculé précisément dorénavant. Mesdames et messieurs, pour le secteur de l'énergie, avec le développement des énergies propres, solaires, éoliennes, marines et géothermiques, nous avons vu que le total des investissements attendus sur la période quinquennale est supérieur à 130 milliards de francs djibouti. 85% environ de ce financement sera d'origine privée et près de 40% ont déjà eu un financement. Ce secteur permettra la création d'emplois directs de l'ordre de 1700, dont plus de 2 tiers seront fournis par les projets ayant acquis un financement. Il est important de noter dans ce secteur que le nombre de foyers supplémentaires qui seront connectés sur la période quinquennale 2020-2024 est de près de 100 000 pour les zones urbaines et de 15 000 pour les régions rurales. Pour revenir à ce sujet sur l'ambition du gouvernement dans ce secteur, qui est d'obtenir un taux d'électrification de 100%. La capacité additionnelle de la puissance produite sera voisine de 300 MW. Ceci permettra d'accompagner les grands projets industriels qui se dessinent à l'horizon, mais qui sortent du cadre de cette journée et que
j'exposerai dans mon discours de politique devant l'Assemblée nationale. Et revenons donc sur la cérémonie de ce matin, cérémonie donc de clôture des ateliers de réflexion sur les mécanismes de suivi et évaluation de l'action gouvernementale avec le directeur de l'énergie, M. Gouled Mohamed Jama. Bonsoir, M. le directeur. Bonsoir. Donc, vous avez assisté donc à la cérémonie de ce matin. On a pu voir ça sur les images. Donc, dans les recommandations qui ont été retenues, quelle place a été accordée à l'énergie? Déjà, merci de m'avoir invité. Comme vous l'avez pu le voir, l'énergie a été placée vraiment dans les secteurs les plus prioritaires dans l'action gouvernementale. Donc, tous ces travaux ont montré que c'est ce secteur de l'énergie qui est transversal à tous les autres ministères ou les autres actions du gouvernement devait être prioritaire et vraiment mis sur un piédestal afin de vraiment déboucher sur un vrai développement économique et tangible. D'accord, donc comme on a écouté également le président de la République, il a indiqué donc que le tourisme et l'énergie c'était deux secteurs fondamentaux donc et prioritaires de l'action gouvernementale et que c'était également pour le bien de la population djiboutienne. Alors quels sont les projets en cours concernant le domaine énergétique donc à Djibouti? Déjà pour résumer, laissez-moi vous dire que d'abord, avant de planifier tout ça, on s'est d'abord fixé des objectifs. Et donc les trois plus grands objectifs à retenir dans le laboratoire d'énergie, c'était de 1, apporter une nouvelle production d'énergie renouvelable produite localement dans l'exploitation de nos propres ressources et de pouvoir mettre à disposition une capacité de 300 MW d'ici 2024. Donc ça c'est le premier. Le deuxième est d'augmenter le taux d'accès à l'électricité de la population et de passer d'un taux qui était à 60% et de l'emmener à 90% et au-delà. Il a précisé que ce deuxième objectif, il s'agit d'un des objectifs de développement durable, l'objectif de développement durable numéro 7, qui est justement d'apporter une énergie propre et accessible à tous et abordable. Et en troisième objectif, il était question de améliorer l'efficacité énergétique, la maîtrise de l'énergie et de l'utiliser d'une manière plus efficace. Donc de passer à la situation actuelle qui est de 5% à 30%. Donc après, pour atteindre ces objectifs-là, on a priorisé les projets, propulsé un peu plus ce qui était plus réel à concrétiser et on les a hiérarchisés. D'abord, on les a tous regroupés, puis hiérarchisés. Et c'est de là qu'on a pu aboutir à définir une nouvelle façon de faire les choses afin d'exécuter ces projets-là. D'accord. Donc, quels sont maintenant les projets qui sont en cours à Djibouti concernant l'énergie? Donc, pour le premier objectif qui est de vraiment développer les énergies renouvelables locales, il y a le plus grand projet déjà en cours lancé est celui de l'éolien. Donc il s'agit d'exploiter le vent au niveau du Goubet et d'en produire 60 MW avec de l'éolien. Donc pour tout ce qui est contractuel, tout ça a été fini. Maintenant, on est vraiment dans la phase de construction. Donc c'est un truc assez avancé. Le deuxième que j'aurais pu citer comme étant vraiment en cours aussi, il s'agit du programme d'électrification durable que nous menons avec le groupe de la Banque mondiale. Et donc ce projet-là, lui, vraiment est axé sur cet aspect d'accès à l'électricité et donnera un accès à 13 000 foyers, presque 14 000, et ce qui augmentera vraiment, qui prendra une grande part de notre deuxième objectif d'accès à l'électricité. D'accord. Donc voilà tout ce qui concernant l'énergie. Donc quelle serait la suite donc à l'issue de ces assises? Quelle serait la suite dans le domaine énergétique à Djibouti? Justement, il est vraiment intéressant de rappeler qu'il s'agissait d'une cérémonie de clôture. Mais en fait, c'était aussi une cérémonie de lancement, car une fois avoir fait tout ce travail-là, ce travail sera vraiment exécuté au niveau du cabinet du Premier ministre avec la mise en place d'une unité de suivi et évaluation des performances des exécutants de ce genre de projet. Donc en fait, c'est tout le travail qu'on a fait ce dernier mois, c'est justement de tracer tout le travail restant à faire. Donc tous ces projets étaient déjà en cours.
Ce qui change aujourd'hui, c'est qu'il sera suivi par tous les autres membres du gouvernement et donnera un levier au Premier ministre de vraiment s'impliquer et d'aider, car ce secteur de l'énergie est un secteur transversal qui ne peut pas se faire que par le ministère de l'énergie. Et donc vraiment, ça permet d'inclure tous les autres départements, de donner plus de visibilité et de concrétiser tous ces projets-là. Le but ultime de ces trois objectifs, c'est surtout l'aspect de pouvoir garantir une énergie abordable, ce qui n'est pas possible quand on a beaucoup d'investissements à faire. Mais justement, cette façon de faire, de rendre les activités plus performantes, permettra d'atteindre ces objectifs, Inch'Allah. Merci, monsieur le directeur, monsieur Gouled Mohamed Jama, directeur de l'énergie au ministère de l'énergie, chargé des ressources naturelles. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci à vous. Également dans l'actualité, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a réuni aujourd'hui à l'Institut des études diplomatiques les ambassadeurs des pays amis et frères accrédités à Djibouti. L'objectif de cette réunion a été de solliciter leur soutien pour le poste de membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2021-2022. Élément de réponse avec Hamza Mohamed. La République de Djibouti, qui était également en lice pour les postes de membres non permanents du Conseil de sécurité pour la période 2021-2022, a rejeté catégoriquement le lendemain la décision de l'Union africaine donnant victoire le Kenya. C'est pour cette raison que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement Mahmoud Ali Youssouf, a réuni aujourd'hui à l'Institut d'études diplomatiques les ambassadeurs des pays amis et frères accrédités à Djibouti. Le ministre a sollicité dans son discours les ambassadeurs accrédités à Djibouti de soutenir la candidature de la République de Djibouti lors des élections qui auront lieu à l'Assemblée générale à New York en juin 2020. Il a rappelé que la République de Djibouti n'a cessé de promouvoir chaque jour la paix et la stabilité de la région. Cette réunion fait partie des efforts diplomatiques de la République de Djibouti ayant pour objectif d'affirmer sa candidature au poste membre non permanent du Conseil de sécurité. Djibouti bénéficie de nombreux pays amis de par le monde et en particulier les pays africains, membres de l'OCI et de la Ligue arabe, dont à leur tête le Royaume de l'Arabie saoudite, qui ont affirmé leur soutien total à la République de Djibouti à ces postes. Hamza Mohamed au ministère des Affaires étrangères. Et à présent, je vous propose de suivre l'intervention du chef de la diplomatie djiboutienne, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. La motivation et les raisons qui sous-tendent à la candidature de Djibouti au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2021-2022. Notre région de la Corne de l'Afrique demeure la région du continent qui a connu le plus de troubles et de crises ces 30 dernières années. En effet, cette région a vécu la crise somalienne, le conflit entre l'Éthiopie et l'Érythrée, puis entre l'Érythrée et Djibouti, la guerre au Sud-Soudan, la révolution au Soudan, la guerre au Yémen, si l'on considère la proximité géographique de ce pays-là. Durant toutes ces années difficiles pour la Corne de l'Afrique, Djibouti a su préserver sa stabilité et sa sécurité d'une part, et d'autre part, mon pays a entamé des initiatives de paix pour la région. La Somalie, le Soudan et le Yémen ont bénéficié de la contribution de Djibouti aux efforts de paix et de stabilisation, ainsi que de l'assistance humanitaire à travers l'accueil des réfugiés, des zones de conflit, des réfugiés et des personnes déplacées. Djibouti a beaucoup œuvré à l'ouverture de couloirs humanitaires vers la Somalie et le Yémen. Par ailleurs, force est de constater que la contribution de Djibouti à la lutte contre la piraterie, le trafic humain et le terrorisme reste une contribution appréciée par toute la communauté internationale. Si nous accueillons des forces étrangères sur notre sol, c'est d'abord et avant tout pour rehausser notre niveau de participation à cet effort global d'éradication de la menace terroriste et d'une meilleure sécurisation de la route maritime la plus fréquentée au monde, à savoir le détroit de Bab el-Mandeb. Si nous avons décidé
de poursuivre notre quête de ce siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2021-2022. C'est parce que toutes les raisons évoquées nous indiquent que le moment est venu pour Djibouti de prendre cette responsabilité de participation à l'effort global et collectif de paix à travers le monde. C'est aussi parce que nous croyons fermement à un principe d'égalité et d'équité entre les États membres des Nations Unies, à servir au Conseil de sécurité et à plus forte raison les pays africains, qui ne disposent que de 3 sièges sur 15 dans l'organe onusien. Djibouti estime donc, mesdames et messieurs, être dans son bon droit et sollicite le soutien de vos pays à sa candidature. Nous estimons aussi que le Kenya a un contentieux très grave avec la Somalie et la situation entre les deux pays risque de dégénérer. Et je crois qu'à ce titre, un pays qui a un contentieux aussi grave ne peut pas servir les intérêts et de la région et du continent et de la paix globale si ce genre de contentieux devait conduire à une tension encore plus grande, aussi bien entre les deux pays. Également dans l'actualité, l'ambassadeur de la République de Djibouti à Riyad, dans sa qualité de doyen du corps diplomatique auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Diaedine Saïd Bamkhrama, a procédé lundi au lavage rituel de la Sainte Kaaba à la mosquée Al-Haram, aux côtés de son Altesse royale le prince Khalid Al-Faisal bin Abdulaziz, conseiller du roi et gouverneur de la région de Makkah, ainsi que le président des affaires de la mosquée Al-Haram et de la mosquée prophétique Cheikh Abdurrahman bin Abdulaziz Al-Soudaïs. Le lavage a été effectué donc avec de l'eau de Zamzam mélangée donc à l'eau de rose. Ont assisté aussi à cette cérémonie son Altesse royale le prince Badr bin Sultan bin Abdulaziz, vice-gouverneur de la région de la Mecque, ministre donc du Hajj et de la Umrah Mohamed Salah bin Tahir bin Tayn. Santé pour clore l'actualité nationale. Dans le cadre des activités de consultation médicale, le ministère de la Santé donc a dépêché une caravane médicale qui effectue des consultations médicales donc au bénéfice de la population de la localité d'Iskoutir dans la région d'Arta. Les équipes de spécialistes ont effectué des consultations et dispensé des soins à des patients qui se sont déplacés en masse, qui ont profité donc de cette mini-caravane de spécialité, à savoir la consultation gynécologique ou encore l'EORL. Les habitants de la localité d'Iskoutir ont exprimé leur remerciement et leur gratitude au ministère de la Santé et à l'hôpital régional d'Arta pour ce geste qui contribue à améliorer donc leur santé. L'événement s'est déroulé sous la supervision du médecin-chef de la région d'Arta, donc Dr Yacoub Hassan Hussein Ardei. Médecins et infirmiers pour les consultations pour les maladies courantes, d'une unité de vaccination pour le programme élargi de vaccination, d'une unité nutritionnelle pour le dépistage des cas de malnutrition, de sages-femmes pour les consultations prénatales et le planning familial. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde en Tunisie. Donc, les résultats du premier tour de la présidentielle tunisienne sont tombés donc hier. Kais Saïd et Nabil Karoui sont donc qualifiés pour le second tour. Ils recueillent respectivement 18,40% et 15,58% des suffrages. La suite avec Asma Oubaker. Le second tour de la présidentielle en Tunisie opposera l'universitaire indépendant Kais Saïed et l'homme d'affaires actuellement en prison Nabil Karoui, a annoncé hier soir l'instance électorale. Les résultats officiels du premier tour de la présidentielle ont confirmé l'étonnant score de Kais Saïed, professeur de droit, candidat indépendant. Il a obtenu 18,4% des suffrages. Il devance ainsi Nabil Karoui, crédité lui pour 15,58% des voix. L'homme d'affaires est donc qualifié pour le second tour en dépit de ses ennuis judiciaires. Il est poursuivi pour blanchiment et fraude fiscale et il est en détention provisoire depuis près d'un mois.
L'instance électorale a indiqué que Nabil Qarawi restait éligible tant qu'aucune condamnation ne le prive de ses droits civiques. Ces deux personnalités ne sont pas issues de Serail et le signe d'une certaine désaffection de l'opinion vis-à-vis de la classe politique tunisienne jugée incapable de répondre aux attentes nées de la révolution du jasmin de 2011. Élection toujours sans majorité claire. L'Espagne se rapproche d'élections anticipées. Fardous Hussein. De nouvelles élections législatives en Espagne à l'issue d'ultimes rencontres avec le chef de parti, le roi Felipe VI, s'est résolu hier soir à annoncer l'échec des négociations pour former un nouveau gouvernement. Aucun candidat ne compte les appuis nécessaires pour que la Chambre des députés lui octroie sa confiance, a indiqué le roi. Après un premier échec en juillet dernier, Pedro Sánchez, le premier ministre par intérim, n'est donc pas parvenu à s'entendre avec la gauche radicale Podemos. Lundi, le parti libéral Ciudadanos avait créé la surprise en proposant son soutien de dernière minute pour faciliter l'investiture de Pedro Sánchez, mais cette hypothèse a donc été écartée. Le 23 septembre, c'est officiellement la date limite avant une dissolution du Parlement. De nouvelles élections pourraient donc être organisées le 10 novembre, les 4e en 4 ans. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.